Radio One, Foot One, 19h-20h, Florian Porras. Bienvenue à tous sur Radio One, nous sommes le samedi 30 mai 2015 et donc bienvenue pour suivre cette 5e émission déjà de Foot One, l'émission 100% foot de Radio One. Merci à vous si vous nous écoutez, depuis le début, ça nous fait plaisir. Pour la suite au programme aujourd'hui, le rappel déjà des derniers résultats de Ligue 1 et puis un rappel du classement définitif. Est-ce que Monaco l'année prochaine, ce sera pendant les grandes vacances, aura une chance d'accéder aux poules de la Ligue des Champions? On verra ça tout à l'heure. Scandale à la FIFA, des membres arrêtés pour corruption. Sepp Blatter aurait-il dû être réélu? Michel Platini ferait-il un meilleur président que l'homme d'affaires suisse? On en discutera dans cette émission. On fera également un débat sur la Copa América. On a moins de 2 semaines de la Copa América, donc on parlera à propos de cette compétition, on donnera nos favoris, etc. On parlera également un petit peu d'Europa League avec la victoire de Séville, c'était cette semaine, et puis on parlera également des 4 grands championnats européens, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, la Première Ligue, et tout de suite c'est la Ligue 1. La Ligue 1. Et voilà la Ligue 1 avec la dernière journée qui s'est donc jouée samedi dernier, c'était le 23 mai. Et donc Paris qui est sacré champion de France pour la 3e fois consécutive. Voilà les Parisiens qui se sont imposés lors de la dernière journée 3-2 face à Reims. Et puis dans les autres résultats, Lyon qui a terminé 2e. Est allé gagner à Rennes 1-0. Monaco est allé gagner à Lorient 1-0. Monaco termine 3e. Marseille s'est imposé à domicile 3-0 face à Bastia. Ça n'a pas suffi pour récupérer la 3e place à Monaco. Saint-Etienne s'est imposé 2-1 à domicile face à Guingamp. Bordeaux s'est imposé 2-1 à domicile face à Montpellier. Lille est allé gagner 4-1 à Metz. Nice est allé gagner à Toulouse 3-2. Lens, qui va descendre en Ligue 2 l'année prochaine, s'est imposé à domicile 1-0 face à Nantes, et Caen s'est imposé 3-2 face à Évian. Le classement de la Ligue 1, voici le classement définitif. Premier Paris, 2e Lyon. Paris et Lyon sont donc qualifiés pour les poules de la Ligue des Champions 2015-2016. Monaco termine 3e et jouera donc les barrages en juillet et août. Marseille termine 4e et Marseille devra passer un tour de qualification pour accéder à la Ligue Europa, à moins que Paris gagne la Coupe de France ce soir. On en parlera également un petit peu. Si Paris gagne la Coupe de France ce soir, Marseille ira directement dans les poules jouera le 17 septembre. De la Ligue Europa. Saint-Etienne termine 5e. Saint-Etienne jouera le tour de qualification. Et Bordeaux de la Ligue Europa. Et Bordeaux termine 6e. En cas de victoire de Paris ce soir en Coupe de France, Bordeaux aura également une chance d'accéder à la Ligue Europa. Ensuite, derrière, en 7e position, on a Montpellier, suivi par Lille. Ensuite, on a Rennes, Guingamp, Nice, Bastia qui est 12e, Caen 13e, Nantes 14e, Reims 15e, Lorient 16e, Toulouse 17e, et puis les 3 relégables, Évian, Metz et Lens qui descendent donc en Ligue 2. Les 3 clubs qui monteront en Ligue 1 l'année prochaine, il s'agit de 3, le Gazélec Ajaccio et Angers. Alors messieurs, est-ce que selon vous, on va parler de Monaco va-t-il se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions? Alors je vais juste vous rappeler que Monaco passera les barrages de la Ligue des Champions. Tout d'abord, un tour de qualification qui se jouera les 28 et 9 juillet pour les matchs, les 28 et 29 juillet pour les matchs allés et les 4 et 5 août pour les matchs retour. Alors voici les équipes que Monaco pourrait rencontrer lors de ce 3e tour de qualification de la Ligue des Champions. Monaco pourra affronter le Shakhtar Donetsk, qui est donc 2e et d'Ukraine pour l'instant. Monaco pourrait également rencontrer l'Ajax Amsterdam, le CSKA Moscou, Bruges, le Fenerbahçe, les Panathinaikos, les Young Boys de Berne, le Rapid Vienne ou le Sparta Prague. Alors a priori, on a quand même des clubs qui peuvent, pourquoi pas, résister à Monaco et pourquoi pas se qualifier à la place de l'équipe donc française, qui sont le Shakhtar Donetsk selon moi. On a également l'Ajax, Fenerbahçe qui sont de très bonnes équipes. Est-ce que Monaco, en tombant face à ces équipes au 3e tour de qualification, pourra accéder au tour de barrage selon vous, en commençant par Martin?
Oui, ça devrait le faire pour Monaco parce que là ils sortent d'une assez bonne période en Ligue 1 et bon les mecs ils savent quand même que il y a la Ligue des Champions derrière, donc le mental il jouera également beaucoup. Ce sera quand? Alors, donc d'abord, ils devront passer un tour de qualification. Ce sera les 28 et 29 juillet pour les matchs allés et les 4 et 5 août pour les matchs retour. Et ensuite, s'ils passent le troisième tour de qualification, ils joueront les barrages de la Ligue des Champions qui se joueront 18 et 19 août pour les matchs allés, 25 et 26 août pour les matchs retour. Je vais d'ailleurs vous dire après les équipes que pourra rencontrer Monaco. Voilà. Ouais, ça va quand même être long, mais ça va le faire. Paul-Louis, selon toi, est-ce que Monaco passera s'il tombe face au, a priori, plus gros club de ce tour de qualification qui sont le Shakhtar Donetsk, l'Ajax Amsterdam, Fenerbahçe et peut-être éventuellement le CSKA Moscou également. Donc, selon toi, est-ce que ça le ferait pour Monaco s'il tombe face à ces équipes? C'est comme des équipes qui sont quand même dangereuses, qui ont un passé européen, qui ont été comme dans les phases de groupe assez régulièrement des différentes coupes d'Europe, donc il faut toujours se méfier. Mais moi j'ai plus peur pour le deuxième tour de qualification, donc les barrages qui auront lieu plus tard, c'est-à-dire mi-août, où là on va vraiment, on va vraiment contre des équipes, déjà s'ils se qualifient, ensuite ils tomberont donc dans ce tour de barrage et là ils vont jouer des équipes qui pour moi sont potentiellement des quarts de finalistes pour la Ligue, ou des huitièmes de finalistes ou des quarts de finalistes. Après, ouais. Ouais, voilà, et donc voilà, vu le passé des clubs français en barrage, moi j'ai toujours peur de ces tours préliminaires parce qu'ils se jouent en été, donc la préparation est pas optimale. Après faut voir, après Monaco, voilà, on n'a pas beaucoup d'éléments, on sait pas qui va partir, qui va venir, qu'est-ce qui peut se passer au club, on sait jamais, il peut y avoir des blessures. Donc faut voir la préparation, mais Monaco a quand même normalement les moyens de passer ce premier tour. Après on verra pour le barrage. Voilà, c'est vrai que Monaco sera favori pour ce tour de qualification normalement. Et par contre, pour le tour de barrage, ce sera beaucoup plus compliqué pour les Monégasques. Alors, il faut qu'ils se qualifient et on aura un tirage au sort. Ce sera le 7 août 2015, notez, voilà, ce sera le 7 août 2015, le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. Et là, ça va se corser pour les Monégasques qui pourraient jouer soit Valence, soit Manchester United, soit le Bayer Leverkusen, soit la Lazio de Rome, ou soit le Sporting Portugal lors de ces barrages. Donc ça va pas être trop facile, même face à peut-être la moins forte équipe de ces 5 qui est peut-être le Sporting Portugal ou encore la Lazio de Rome. Ça sera pas chose facile pour Monaco. Je vais demander l'avis de Nicolas, qui vient d'arriver. Nicolas, on le salue Nicolas. Penses-tu que Monaco a une chance de passer après les barrages? Salut, tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc est-ce que tu penses que Monaco a une chance de passer après les barrages? Ça dépend contre qui. D'ailleurs, Valence, ils sont quand même assez bons. Tu disais il peut y avoir l'Ajax, tu disais? Non, l'Ajax, ça c'est au tour d'avant, c'est-à-dire au troisième tour de qualification. Ouais. Et en barrage, donc tu dis c'est les alors on a Valence, championnats européens. Ouais, Valence 4e d'Espagne, Manchester United 4e d'Angleterre, le Bayer Leverkusen 4e d'Allemagne, et après on a la Lazio 3e d'Italie, et le Sporting qui est 3e du Portugal. Et le Lazio Napoli, il a eu lieu ou pas encore? Ça c'est ce soir, demain. C'est demain soir. Donc on n'est pas encore sur soit Lazio soit Napoli. Ben écoute. Mais normalement, j'ai regardé le classement. La Lazio elle a 3 points d'avance sur le Napoli et une différence de but largement supérieure. Ouais, mais en fait, en Italie, ça se joue sur la différence particulière, ce qui fait qu'en fait c'est Naples. La Lazio, d'accord. Ouais. Naples qui passe. Voilà. Donc ça se peut que ce soit Naples également. Ça avait fait combien en match aller si tu peux nous le dire, Paul-Louis? Tu t'en souviens pas? Justement, ça fait 1-0 pour Naples. D'accord. Donc Naples en balotage favorable. Voilà. Donc Monaco pourrait jouer Valence, Manchester, Leverkusen, Naples, le Sporting. Ça va être très compliqué quand même s'ils arrivent à atteindre les barrages. Ouais, moi je te dis, Leverkusen. C'est pas, ils pourraient. Monaco élimine Leverkusen en barrage. Mais là, il faut qu'ils tombent dessus au tirage au sort. Mais là, c'est sûr qu'ils tomberont sur une de ces 5 équipes. C'est pas. Voilà. Donc ça va être compliqué pour Monaco. Donc je rappelle que les barrages se joueront les 18 et 19 août pour les matchs allés et les 25 et 26 août pour les matchs retour. Voilà.
Ouais. Est-ce que les équipes comme le troisième du Portugal, le troisième d'Italie, ils peuvent tomber sur les équipes comme le quatrième d'Angleterre, le quatrième d'Allemagne? Non, non, là les 5 que je t'ai cités, c'est-à-dire donc je répète, Valence, Manchester, Leverkusen, Naples a priori et le Sporting, ces 5 équipes, elles vont jouer contre 5 équipes qui auront passé le tour de qualification, c'est-à-dire soit Donc, du l'AS coup, Monaco, mais soit alors, comment ça Shakhtar se fait l'année dernière qu'il y a eu Bilbao contre Napoli? Il me semble que Bilbao avait passé un 3e tour de qualification et Naples un tour de barrage, ou Naples était au tour de barrage, ou l'inverse. Ouais, ouais. Donc, Eh ben, écoute, ouais. non, mais si tu me dis qu'ils peuvent pas tomber sur ces 5-là, déjà, c'est plus rassurant, tu vois. Mais là, Monaco, Oui, c'est sûr. mais Monaco, mais je parle de Leverkusen aussi, tu vois, je pense aussi un peu à Leverkusen. Ouais. Déjà, Mais là, ça fait Leverkusen va moins tomber peur. sur une Ouais. Déjà, équipe qui ça aura fait passé moins un peur, tour de là. qualif. Ouais, Ouais, ok. voilà. Ok. On verra ce qu'il en soit. Ce sera donc en août pour ces barrages. On va à présent parler un petit peu de la finale de la Coupe de France qui se joue ce soir entre Auxerre et le Paris Saint-Germain. Messieurs, pensez-vous qu'Auxerre peut créer l'exploit ou que Paris va réaliser le triplé? Oh bah Paris va sûrement réaliser le triplé. Ce soir, il y a aucun doute. Les Parisiens sont plus que favoris. Ils sortent de 8 victoires d'affilée en Ligue 1. Ils sont en route pour l'histoire, pour écrire l'histoire. Et puis de l'autre côté, on a la Auxerre qui évolue en deuxième division. Voilà, avec un faible effectif, donc oui, le PSG sans aucun doute. Ouais, moi aussi, je pense que Paris passera face à donc Auxerre. Paul-Louis, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'Auxerre peut faire l'exploit? Bah écoute, moi je veux pas être très objectif parce que j'habite près d'Auxerre, donc je suis plutôt supporter auxerrois, mais ce soir, je suis supporter auxerrois dans tous les cas, mais comment dire, après moi mes seuls motifs d'espérer, c'est que Auxerre c'est une équipe de coupe et que on se rappelle en 2003 que Auxerre avait battu Paris. Bon, c'était pas les mêmes équipes, mais ils avaient quand même battu Paris 2-1 avec un but de Boumsong dans les 10 dernières minutes. Donc bon, après voilà, c'était encore Giroud l'entraîneur, donc évidemment c'est pas du tout le même club, c'est plus du tout le même fonctionnement. Mais voilà, après ça reste un match de coupe, mais je pense que malgré tout, oui, Paris va gagner. Moi, j'espère vraiment que, à la limite, j'espère que Auxerre va pas trop se prendre une trop grosse raclée ce soir et qu'ils vont aller au moins. J'aimerais bien qu'ils mettent en difficulté le Paris Saint-Germain, que ce soit pas non plus une balade totale, mais bon, normalement, le Paris devrait s'imposer vraiment nettement, Ouais, facile. en plus, la cote, si vous voulez parier sur ce match, la cote pour Paris n'est qu'à 1,18 et la cote pour Auxerre est à 15. C'est-à-dire que si vous Ouais, pariez moi je l'ai trouvé 5 à euros, 17 vous gagnez même. 75 euros. Je l'ai trouvé à 17 moi-même. Ouais, donc c'est sûr que la cote pour Auxerre est intéressante, mais ce serait quand même un gros exploit que Auxerre gagne ce soir face au Paris Saint-Germain. Ce sera au Stade de France à 21h. La finale sera diffusée sur France 2. Voilà, on va parler à présent de l'affaire qui a ébranlé l'actualité du football cette semaine. C'est l'affaire évidemment Et quelle affaire? de corruption à la FIFA. Alors est-ce que vous pensez... Donc, je rappelle les faits que 7 membres de la FIFA ont été arrêtés pour corruption, pour des affaires de corruption. Enfin bref, voilà. Est-ce que vous pensez que Sepp Blatter aurait dû démissionner? Il n'aurait pas dû être réélu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez que Blatter reste ou est-ce que vous voulez qu'il parte? À commencer par, Nicolas. Écoute, Il doit partir ou il doit rester? oui, oui, faut qu'il parte, mais finalement, tu sais, ce n'est pas Blatter le méchant et Platini le gentil. Tu vois, il y a des choses, tu vois, notamment pour pour mettre les fédérations de son côté. Tu vois, quand il fait développer le foot africain, le foot américain, tout ça, et de l'autre côté, tu regardes Platini ce qu'il fait en Europe. T'as des clubs de l'Est qui viennent quelquefois en Ligue des Champions, en Europa League, bon, t'en as plus, c'est normal, et il avait adapté les barrages, il me semble, de Ligue des Champions ou les phases les tours préliminaires. Donc tu vois, ils font à peu près la même chose, tu vois. Platini non plus, ce n'est pas le chevalier blanc, tu vois. On dit Blatter, mais il y a, voilà, je dirais pas ils sont tous pareils, mais tu vois, ils ont un peu les mêmes façons, tu vois. Après, ça, c'est dans ce que je constate. Après, est-ce qu'il y a achat, pas achat, est-ce qu'on me donne des sous, ça, j'en sais rien, ça, j'en discute pas de ça.
Est-ce que vous pensez que Michel Platini fera un meilleur président que Sepp Blatter à la tête de la FIFA? Certainement pas. Certainement pas. Michel Platini, il est très machiavélique, il cherche à diriger beaucoup de personnes aujourd'hui. Il fait beaucoup de choses également dans son intérêt propre à lui. Sepp Blatter, comme Michel Platini d'ailleurs, c'est deux hommes politiques, on pourrait dire presque. Hein. Voilà, ils ont chacun un combat quand même assez différent. Après, Sepp Blatter, voilà, il faut pas non plus cracher dessus. Ça fait depuis 96 qu'il est à la FIFA. Il a quand même fait des choses assez bonnes. Après, par exemple, voilà, sur l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Le Qatar, c'est quoi? C'est un pays qui ne fait pas partie des droits de l'homme, et quand la FIFA est aussi grosse, voire même plus grosse que l'ONU aujourd'hui, mettre une Coupe du Monde au Qatar, c'est là aussi quelque chose de... Voilà, il y a un petit problème dedans. Ouais, c'est vrai que je pense aussi que Platini, bon, il est bien déjà où il est, à la tête de l'UEFA. On va à présent lancer le débat de Foot One sur la Copa América. Le débat de Foot One. Voilà, la Copa América qui démarre le 11 juin, ce sera au Chili, et elle se terminera le 4 juillet, ce sera donc la finale, le 4 juillet, finale de la Copa América. Voilà, ce sera donc, je le répète, au Chili, 12 équipes engagées dans la compétition. Je vais citer ces 12 équipes. On a le Chili, qui est le pays organisateur, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, la Jamaïque et le Mexique, qui sont 2 pays invités, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay, qui est tenant du titre, et le Venezuela. Alors, voilà, donc selon vous, messieurs, qui va remporter la compétition? Alors, en sachant qu'on a 3 équipes assez favorites qui ressortent un petit peu du lot, qui sont le Brésil, la Colombie et l'Argentine. Quelle équipe voyez-vous remporter cette Copa América, ce qui est la 44e édition de la Copa América? Excusez-moi. Niklas. Écoute, après ça dépend. Est-ce que c'est comme les Coupes du Monde et les Euros? C'est le même principe, phase de poule, élimination directe, c'est ça? Ouais, on a 3 groupes de 4, et après donc les côté qualifiés, enfin pour les qualifiés, on aura les 2 premiers de chaque groupe et les 2 meilleurs troisièmes, et après on aura directement des quarts de finale, les demi et la finale ensuite, et puis un match par 3. Ouais, c'est un petit peu comme un Euro, mais avec moins d'équipes. Ouais. Là aussi, il peut y avoir des équipes surprises, mais bon, tu parlais de celui qui gagne, ça dépend si l'Argentine et le Brésil se rencontrent en demi ou. Alors pour l'instant, déjà dans les groupes, l'Argentine. Je vais vous dire les groupes d'ailleurs. Dans le groupe A, on a le Chili, le Mexique, l'Équateur et la Bolivie. Dans le groupe B, on a l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Jamaïque. Et dans le groupe C, on a le Brésil, la Colombie, le Pérou et le Venezuela. Alors attendez que je regarde. En attendant, on va demander l'avis de Paul-Louis. Paul-Louis, quelle équipe tu vois gagner? Je pense que c'est qui va gagner cette compétition. Quelle équipe je vois gagner? Oui, comme tu l'as dit, il y a les 3 favoris, Argentine, Brésil, Colombie. Donc moi, de ces 3 équipes-là, moi je vois bien la Colombie, parce que dans les Copa América, généralement, on voit pas mal de surprises, c'est-à-dire que c'est pas toujours, par le passé, c'est souvent l'Argentine et le Brésil qui ont gagné, mais dans les précédentes, c'est l'Uruguay qui avait été bien, il y avait le Paraguay qui avait bien joué également en 2011. Donc moi je vois bien la Colombie, mais moi je vois surtout le Chili qui va organiser cette Coupe du Monde, et qui m'avait vraiment beaucoup plu cette Copa América plutôt, mais elle m'avait vraiment beaucoup plu pendant la Coupe du Monde 2014 avec, là il fait des super matchs, notamment contre l'Espagne et aussi contre le Brésil, même si c'était pas qualifié. Donc normalement dans cette Copa América il ne devrait pas trop y avoir de surprise, dans le sens où il ne devrait pas trop y avoir de grosses nations éliminées dès les phases de groupe, parce qu'on remarque dans les 3 groupes il y a une équipe qui est en dessous des 3 autres, donc la Bolivie pour le groupe A, la Jamaïque pour le groupe B, et puis le Venezuela dans le groupe C. Mais voilà, moi je miserais bien sur le Chili pour une victoire finale. Cette équipe m'avait vraiment séduit pour la Coupe du Monde, et avec l'appui du public, même si ça peut être une pression, mais s'ils arrivent à se libérer de la pression du public, je pense qu'ils peuvent faire mal dans cette Copa América.
Alors, je viens juste de regarder. Là, on pourra avoir en demi. Donc, je rappelle que le Brésil et la Colombie sont dans le même groupe. Donc, admettons que la Colombie termine deuxième de son groupe, que le Brésil termine premier. Donc, ça, c'est en groupe C. Admettons que dans le groupe B, l'Argentine termine première, ce qui serait logique, et que dans le groupe A, le Chili termine premier. En demi-finale, on pourrait avoir un Chili-Colombie et un Argentine-Brésil. Ce sera les affiches des demi-finales, ce qui veut dire qu'en finale, on aura le gagnant du match Chili-Colombie et le gagnant du match Argentine-Brésil. Donc pourquoi pas une finale? Allez, moi je miserais bien sur une finale, peut-être le Argentine-Colombie ou bien Brésil-Colombie. Voilà pour cette Copa América. Est-ce que vous pensez, messieurs, que Lionel Messi, en cas de victoire de cette compétition, sera sûr et certain d'être Ballon d'Or? Plus rien ne pourra lui empêcher. Est-ce que s'il gagne la Copa América, est-ce qu'il sera Ballon d'Or? Messi, Martin, qu'est-ce que tu en penses? Ça va dépendre également du match. Justement, est-ce que Messi sera titulaire la semaine prochaine en finale de Ligue des Champions? Bien sûr. Oui, c'est ça. Il part après. Donc, je dirais que si Barcelone gagne la Ligue des Champions, Messi est assuré à 80% d'avoir le Ballon d'Or. Et puis après, s'il gagne la Copa América, ça fera qu'accroître le pourcentage de chance pour lui d'être Ballon d'Or. Mais pour moi, c'est presque déjà acquis. Hein, c'est sûr, au vu de la saison qu'il a fait. Il y a juste Ronaldo. Les seuls endroits où Ronaldo est supérieur à Messi, c'est peut-être dans les stats personnels. Messi, même depuis le début de l'année, depuis le début de la saison, en Liga, en tout cas, c'est 43 buts, 18 passes décisives. Et Ronaldo, c'est 48 buts, c'est-à-dire 5 de plus que Messi, et 16 passes décisives. Ça fait 2 passes décisives de moins. Donc je pense que, quand même, Ronaldo, sur ses 48 buts, il doit y avoir un petit peu plus de pénalty que Messi. Je suis pas sûr, c'est à vérifier. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas un énorme écart entre les deux. Par rapport au but marqué, mais en tout cas je pense que Messi cette saison il a été largement supérieur à Ronaldo et il a largement montré qu'il était le meilleur du monde. S'il gagne la Ligue des Champions, ce qui à mon avis se fera face à la Juve, eh bien il montrera une fois de plus que c'est le meilleur du monde et ce sera sa 4e Ligue des Champions en plus. Donc, et puis après s'il va gagner la Copa América, ce sera un plus pour lui et ce sera à mon avis ce sera sûr l'histoire Ballon d'Or. Il n'a jamais gagné la Copa América, Lionel Messi, ça serait donc une première pour lui. Et c'est l'un des seuls titres qui lui manque avec la Coupe du Monde. Il tentera de gagner peut-être pour la dernière fois, sûrement pour la dernière fois en 2018. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses, Messi? Est-ce qu'il sera Ballon d'Or en 2016? Oui, il sera Ballon d'Or, parce que il fera le triplé sûrement. Je regardais là pour la Copa América, le Paraguay, il y a une équipe au Paraguay qui s'appelle le Guarani, qui est souvent bon en Copa Libertadores, et je sais pas s'il y a beaucoup de Paraguayens qui jouent dans cette équipe du Guarani, donc aussi peut-être le Paraguay un peu à surveiller. Mais sinon. Le Paraguay dans leur groupe, c'est pas un groupe facile, parce que on a l'Argentine, l'Uruguay et la Jamaïque. La Jamaïque, ils vont terminer les derniers de ce groupe à mon avis, mais il y a l'Argentine et l'Uruguay avec Suarez, Cavani, très bonne équipe également. Mais bon, il y a quand même, sur les 3 groupes, il y a 2 troisièmes qui sont qualifiés. Donc, par contre, le Paraguay, par exemple, s'ils terminent 3e de leur groupe, ils joueront soit contre le vainqueur du groupe A, c'est-à-dire le Chili, par exemple, ou soit le vainqueur du groupe C, comme le Brésil. Donc, pour eux, en quart de finale, en sortant des groupes, ça serait assez compliqué. Ouais. Mais sinon, pour en revenir à Messi, non, là, il n'y a aucun problème. Il sera Ballon d'Or parce qu'il a compris qu'il fallait qu'il joue avec les autres. Parce que Ronaldo, lui, il veut que l'équipe joue pour lui, mais Messi, lui, a progressé parce que lui, il sait maintenant que s'il joue avec les autres, qu'il sera moins, ça se verra moins fera moins de buts qu'avant, moins de passes décisives qu'avant, mais lui, comme il joue avec les autres, il est plus collectif, mais quand même que lui ressort quand même du collectif, eh bien, il devancera Ronaldo, parce que ça, quelque part, c'est un peu nouveau, ça, quelque part. Ouais, ça sera vraiment, à mon avis, ça sera vraiment un scandale, hein. Franchement, ouais. Oui. À mon avis, ça sera vraiment un scandale si Messi n'est pas élu Ballon d'Or. Déjà que c'était un scandale cette année. L'année dernière. Ouais, je pense que ça aurait dû être Neuer cette année. Ouais. Puis l'année d'avant, même Ribéry ne doit pas être dans les 3, je pense aussi. Et qui sera le 3e alors en 2015 si on a Messi et Ronaldo qui sont les habituels finalistes du Ballon d'Or depuis une paire d'années?
Qui sera le troisième joueur selon vous? Tiens, c'est intéressant aussi de parler de ça. Martin. Je réfléchis. Là, comme ça, c'est difficile. Le mec de la Juve. Ça peut, ouais. Ouais. Pourquoi pas. Ouais, mais bon, tu sors qui? Tu sors Tevez, Pirlo, ouais, c'est pas. Enfin. Non, Pirlo, je pense pas. Moi, je pense Ouais, mais tu pourquoi pas un joueur de première ligue? Pourquoi pas? Bah, t'as vu ce qu'ils ont fait en Europe. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'en Europe, ouais, j'avoue, j'ai dit une bêtise. Non, c'est vrai. Pourquoi pas? Peut-être, je sais pas. Peut-être Arjen Robben ou. Ah non, Robben, non, cette année, non, là, c'était un peu la fin, là. Et puis avec les oranges, ça se passe mal, hein. Ouais, c'est vrai que là, Il dit qu'il se fait défoncer de tous les côtés là-bas, donc non. Ouais. Et puis Bon, bah, Robben, je sais pas, alors, Et pourquoi pas Neymar? Ouais, Neymar. ouais, voilà, ou un gars de Barcelone, un Suarez, ou un Neymar, ouais. Ouais, un autre de Barcelone. Ouais, Neymar. Ah ouais, bah, regarde, ils en ont mis 3 en 2010. Ils ont mis Xavi, Iniesta et Messi. De toute façon, si tu pouvais mettre Messi, Suarez, Neymar, hein, dans ce cas. Parce que. Bon, Bah, regarde, Ronaldo, ce qu'il sauve, c'est ses stats, hein, c'est tout. Avec le Real, il a rien fait. Ils ont rien fait. Il a été assez. Ce qui le sauve, Ronaldo, Ouais. et ce qui va encore une fois l'amener en finale du Ballon d'Or, c'est ses stats personnels. Même si il a rien fait grâce à ses stats. Quoi. Non, et il a même fait une très mauvaise partie de fin de saison. Voilà, d'ailleurs, en parlant du Real, hein, je vous rappelle que Carlo Ancelotti a été limogé cette semaine et Rafael Benitez, l'ancien entraîneur de Naples, pourrait, enfin, c'est pas encore officiel, devrait le remplacer dans les jours qui viennent. Je vais vous rappeler, j'ai oublié de le faire, je vais vous rappeler tous les qualifiés pour la Ligue des Champions ainsi que les qualifiés pour la Ligue Europa. Voilà, donc on a parlé de la Copa América, on a donné un petit peu de pronostics. L'Argentine, la Colombie, le Brésil, peut-être le Chili éventuellement, le Chili pays organisateur. En tout cas, cette Copa América, elle se jouera, je le rappelle, du 11 au 7 juin. Et les matchs seront tous à suivre sur beIN Sport. Et la majorité de ces matchs seront durant la nuit, c'est-à-dire vers minuit. Enfin, il y en aura certains à 22h, sinon minuit, 1h du Comme matin pour suivre les matchs. Comme avec la Coupe du Monde ou la Coupe des Confédés il y a 2 ans. Ouais. Voilà, c'est l'Amérique du Sud, il y a un sacré décalage. Donc voilà, là, cet été, comme compète, il y a la Copa América et après il y a les jeunes, la Coupe du Monde des moins de 20 ans, Et il y a aussi l'Euro des moins de 21 Il y a la Coupe du Monde féminin. le Oui. foot féminin, il y a le championnat d'Europe des moins de 19. Et puis l'International Champions Cup également en juillet. Bon, ça, c'est un tournoi pré-saison. Enfin, pour moi, ça me remplace pas quand même la Coupe du Monde qu'on a eue l'an dernier. Enfin, ouais, c'est sûr. passons. Vivement l'Euro 2016 l'année prochaine. Dans Ouais. un an, on sera en train de. Mais bon, Martin, toi, t'as tes Anglais qui peuvent gagner éventuellement le championnat d'Europe des moins de 21. Ah, je l'espère. Oui, d'ailleurs, il y a qui chez les Anglais, là, moins de... il y a du monde, il y a a beaucoup On de a monde. Kane, il me semble. Un Kane, il a Ouais. Harry Kane. Oui, déjà, oui, mais à part lui, quel âge il y a quelqu'un d'autre. Je te dirai, je te dirai tout à l'heure. Parce que les Allemands, eux, ils sont quasiment tous titulaires dans leur club et il y en a même, c'est des cadres de leur club. Ils sont, ouais. Il y a Harry Kane, hein, il a 21 ans, Harry Kane, Ouais. l'attaquant. Ouais, mais bon, à l'Allemagne, c'est c'est énorme un saison. collectif. Geis, Hoffmann, tout ça, ouais. Ter Stegen, dis-toi, rien que chez les gardiens, t'as Bernd Leno, Leverkusen, Leno. Ter Stegen, ouais, donc voilà. Voilà, donc je vais faire un point sur les qualifiés de la Ligue des Champions à présent, et puis pour les qualifiés, les équipes sont déjà qualifiées pour la Ligue des Champions, puis après je dirais celles qui sont déjà qualifiées pour la Ligue Europa. Alors, pour la Ligue des Champions, on a pour Ligue des l'instant... Champions. Ah bah, voilà, un petit jingle. Voilà, un petit jingle, ça fait plaisir. Donc, 22 qualifiés d'office pour la Ligue des Champions. Voici ces qualifiés. Alors, on a le Barça, le Real, l'Atlético côté Espagne. On a Valence qui passe les barrages, donc c'est pas sûr Et encore. Séville. Non, c'est Valence. Séville, ouais, Valence qui passe les barrages. Et Séville... Séville est déjà qualifié. Directement qualifié. Donc, voilà, donc ça fait 4 qualifiés directement. Le Barça, le Real, l'Atlético et Séville. Et le Valence qui va passer les barrages. Angleterre à présent, Chelsea, Manchester City et Arsenal qualifiés directement. Manchester United passera les barrages. Côté allemand à présent, le Bayern, Munich, Wolfsburg et le Borussia Mönchengladbach se qualifient pour la Ligue des Champions. Et ce sera le Bayer Leverkusen qui passera les barrages.
Côté Serie A, la Juventus et la AS Rome sont directement qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Et puis on attend le troisième qui passera les barrages. Ce sera soit la Lazio de Rome, soit Naples qui s'affrontent d'ailleurs ce soir. Donc demain soir, pardon. Ce sera un match pour la Ligue des Champions. Au Portugal, c'est le Benfica et Porto qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions, qui sont qualifiés pour les phases de groupe. Et le troisième qualifié qui passera les barrages, ce sera le Sporting Portugal. Paris et Lyon qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Monaco, passera le tour de qualification. En Russie, le Zénith Saint-Pétersbourg se qualifie directement et ce sera le CSKA Moscou qui passera les barrages. Le PSV Eindhoven se qualifie directement également pour la Ligue des Champions. Ce sera l'Ajax qui passera les barrages. En Ukraine, le Dynamo Kiev se qualifie directement et on ne connaît pas encore l'équipe qui passera le tour de qualification. A priori, ce sera soit le Dnipropetrovsk, soit le Shakhtar Donetsk. Voilà. En Belgique, la Gantoise se qualifie pour la Ligue des Champions directement. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, on n'a pas l'habitude de voir la Gantoise en Ligue des Champions. La Gantoise, club où ont été formés Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois d'ailleurs. Ah ouais, merci pour l'info. Voilà, donc le deuxième club qui passera le tour de qualification, il s'agit de Bruges en Belgique. Galatasaray qualifié également directement pour les poules. Et la deuxième équipe qui passera les barrages, il s'agit de Fenerbahçe. L'Olympiakos qualifié directement, ça c'est en Grèce, qualifié directement pour la Ligue des Champions. Et l'équipe qui passera sûrement les barrages, le tour de qualification, ce sera Panathinaikos. Et puis voilà, donc Séville qui se qualifie, ça je l'ai dit. Les Young Boys de Berne, le Rapid Vienne et le Sparta Prague passeront les barrages de la Ligue des Champions. Et après, on a plusieurs équipes qui vont passer le deuxième tour de qualification. Bon, ça, il y en a beaucoup. On a notamment Maribor, le Ludogorets Razgrad, le Celtic Glasgow, Malmo, le Bate Borisov, le Dynamo Zagreb, l'Apoel Nicosie. Ça, c'est des équipes qui passeront non pas le troisième tour de qualification comme Monaco, mais le deuxième tour de qualification. Voilà. À présent, on va parler un petit peu d'Europa League, messieurs. Voilà, Europa League, on n'a pas de jingle, donc... Ah, tu vois un jingle, c'est super. Voilà, l'Europa League, mais juste avant, je l'ai oublié, allez, je vais faire ça très rapidement, c'est promis. Je vais juste vous rappeler, parce que j'ai dit que j'allais rappeler les qualifiés pour l'instant pour la Ligue Europa. On en a quelques-uns des qualifiés sûrs pour les phases de groupe. On a Villarreal, Tottenham, Augsbourg, la Fiorentina, le Sporting Braga, l'Olympique de Marseille, le Lokomotiv Moscou, le FC Groningue, donc ça c'était aux Pays-Bas, Anderlecht, Beşiktaş, et voilà, donc les équipes qui sont qualifiées pour la phase de groupe. Et on a plusieurs équipes qui passent le troisième tour de qualification, parmi lesquelles Liverpool, Villarreal, Villarreal qualifié directement. Donc on a Liverpool, Schalke, Guimarães, Marseille, Saint-Etienne, voilà, qui passe le troisième tour de qualification. Marseille, en cas de victoire de Paris ce soir, ne le passera pas, il sera directement qualifié pour les poules. Voilà, c'est fini. Augsbourg, ça n'est pas sûr non plus qu'il soit en Ligue Europa en phase de poule. Ça va dépendre. Il suffit que Dortmund gagne la Coupe d'Allemagne, la finale ce soir face à Wolfsburg, et Dortmund file en phase de poule et Augsbourg fait les barrages. Non mais Augsbourg ils sont directement là, c'est sûr en phase de groupe. Parce que si Dortmund gagne la Coupe d'Allemagne, c'est Dortmund qui y va, et donc du coup la 5e place, il y a des barrages à la 5e place. Normalement c'est ça. C'est pas Dortmund qui passera les barrages. Et là pour l'instant c'est Dortmund qui passe les barrages. Si Dortmund perd la Coupe d'Allemagne face à Wolfsburg, Dortmund comme ils ont fini 7e, ils passent des barrages de la Ligue Europa, mais s'ils gagnent la Coupe d'Allemagne, ils y vont directement, et dans ce cas c'est-à-dire que celui qui finit 5e, Augsbourg, passe les barrages. D'accord, bon voilà, donc Augsbourg pour l'instant en phase de groupe, mais Dortmund qui peut s'imposer, ce sera ce soir en Coupe d'Allemagne, la finale face à Wolfsburg. Belle victoire de Séville à présent, donc la Ligue Europa, belle victoire de Séville en finale de la Ligue Europa. Séville qui a battu le Dnipropetrovsk, une équipe surprenante que peu de gens connaissaient avant la compétition, et qui a réussi à atteindre la finale. Je rappelle le parcours de Séville.
Dans cette Ligue Europa, Séville était dans le groupe de Feyenoord, le Standard de Liège et Rijeka, une équipe croate. Séville a d'ailleurs terminé deuxième du groupe avec 3 victoires à domicile, 2 nuls et une défaite 2-0 face à Feyenoord, qui est la seule équipe à avoir battu Séville dans la compétition. Feyenoord, donc. Feyenoord a d'ailleurs ensuite été éliminé en 16e par l'AS Rome, pendant que en 16e, Séville a éliminé le Borussia Mönchengladbach avant de battre Villarreal, puis le Zénith Saint-Pétersbourg, puis la Fiorentina en demi, et donc en finale le Dniepro-Dniepropetrovsk. Voilà pour cette équipe au nom imprononçable qu'on arrive quand même à prononcer. L'Espagne domine le football européen. En tout cas, cette année, l'Espagne a dominé le football européen avec 3 clubs en quart de Ligue des Champions et un club vainqueur de la Ligue Europa sur 6 clubs engagés en Coupe d'Europe. Et puis, côté anglais, on n'a aucun club anglais en quart de finale des 2 compétitions européennes, qui est quand même... Le championnat espagnol monte quand même en puissance d'année en année, notamment avec les droits TV qui ont été remis en jeu là dernièrement. Ouais, est-ce que d'ailleurs vous pensez que la Liga est devenue le meilleur championnat du monde, ou est-ce que c'est toujours la première ligue? Nicolas, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'était déjà le championnat du monde à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'époque, il y avait déjà Séville qui gagnait des Ligues Europa. Bilbao est allé en finale. Voilà. Puis côté Ligue des Champions, il y avait le Barça. Il y avait Barça Real en demi. Non, c'est au-dessus, ouais. Là, l'Atlético, c'est une tendance, c'est que passager, puisqu'ils avaient déjà fait une finale de Ligue des Champions en 74 face au Bayern. Là, ils reviennent. Bon, c'est peut-être une tendance, c'est peut-être qu'ils vont durer, j'en sais rien. Non, en tout cas, c'est le meilleur championnat du monde, ouais. Non, mais l'Angleterre reste quand même le premier championnat au monde. Tous les matchs sont intéressants, même des Burnley Queen's Park Rangers de fin de journée sont intéressants, et il y a quand même 5-6 équipes par an qui peuvent être premiers, alors qu'en Espagne, voilà, c'est du Real, Barça. Voilà, c'est tout. Éventuellement. Ouais, mais moi, je pense... Vas-y, Florian. Non, moi je pense que la première ligue, c'est quand même, comme dit Martin, tous les matchs sont intéressants. À chaque journée, on a une affiche, c'est-à-dire il y a tellement de clubs intéressants. Bon, on a Manchester United, Tottenham, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, j'ai déjà dit. Enfin bref, Everton, West Ham, plein de clubs intéressants. Ce qui veut dire qu'à chaque journée, c'est obligé qu'il y ait au moins 2 des clubs que je viens de citer qui se rencontrent. Donc à chaque fois, on a un match intéressant. Ça peut être un Manchester United, Manchester City, un Chelsea, West Ham, un Tottenham, Liverpool, tous les matchs, à chaque journée, on a des matchs intéressants, alors qu'en Espagne, on a en gros 5 clubs vraiment où on a des gros matchs qui sont Barça, Real, Atlético, Valence, Séville. Après, les autres matchs, on n'a pas des affiches à chaque journée en Espagne comme on a en Première Ligue. Et la preuve en est, un Barça Real ou même en France, un PSG Marseille, c'est l'événement de l'année pour les chaînes de télévision, alors que un Arsenal Chelsea, Manchester United City, c'est une habitude. Ouais. C'est des chocs qu'on a tous les jours. Paul-Louis, tu voulais dire quelque chose? Moi, je trouve plutôt que c'est. Moi, je trouve que la Liga, c'est un meilleur championnat que la Première Ligue, parce que au-delà des performances européennes, moi, je trouve qu'on a vu des super matchs cette année, et que vraiment les équipes, parce que au classement, ça se traduit pas, mais moi, je trouve, parce qu'il y a quand même un énorme écart il y a un gros écart entre Barça, Real et le reste, mais que ce soit Séville, que ce soit Valence, que ce soit l'Atlético dans un registre très défensif, ils ont quand même posé énormément de problèmes aux deux clubs de devant, que Séville avait fait un très très gros match face au Real. Je me souviens, c'était aux alentours de fin avril, je crois. Ils avaient gagné, le Real avait dû battre et gagné 3-2, et résultat qui te dit, parce que et le match d'après, c'était le match contre la Juve, donc ils avaient peut-être laissé des plumes là-dedans. Donc moi je trouve que la Liga est, à mon sens, cette saison a été supérieure à la Première Ligue. Et quand on regarde comme tu disais Martin, un Burnley Queen's Park, moi je tiens pas 2 secondes dans un match comme ça, parce que c'est vrai que les matchs anglais c'est sympa, parce que il y a de l'engagement, tout ça, mais je trouve qu'en Première Ligue on a perdu vraiment de cet esprit très très anglais qu'il y avait il y a 5-6 ans, où tu pouvais regarder n'importe quel match, tu voyais des gros matchs parce qu'ils étaient toujours, tout le monde presque se ruait à l'attaque. Là je trouve que c'est un peu moins présent qu'il y a certaines années où vraiment là on voyait toujours du football très offensif, et à la limite du kick and rush et tout ça. Là maintenant c'est beaucoup plus je trouve ça un peu moins intéressant qu'il y a quelques années où vraiment on voyait du gros football. Et pour moi la Liga
et au-dessus de la première ligue cette saison. Moi, je pense qu'au niveau du niveau, justement, en Europe, là, les clubs espagnols, cette année, ont été meilleurs que les clubs anglais. Mais je trouve que la première ligue est quand même plus intéressante à suivre que la Liga. Quand je regarde, par exemple, les 6 dernières journées de première ligue, je veux dire, l'affiche qu'on avait quand même à chaque journée. Par exemple, la 33e journée, on a eu un Chelsea-Manchester United, un Manchester City-West Ham. La 34e journée, on a eu un Arsenal-Chelsea. La 35e journée, on a eu un Tottenham-Manchester City. La 36e journée, on a eu un Chelsea-Liverpool. La 37e journée, on a eu un Manchester United-Arsenal. La dernière journée, on a eu un Manchester City-Southampton, un Stoke City-Liverpool. On a tout le temps des grosses affiches. On a tout le temps des belles affiches à chaque journée de Première Ligue. Et c'est ça qui manque un petit peu à la Liga. C'est un peu plus de rivalité entre différents clubs. Ouais, mais grosses affiches ne veut pas dire spectacle assuré. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et on a exactement le contraire en Allemagne, parce qu'en Allemagne, c'est football spectacle. 3-3 Leverkusen menait 3-0 à la mi-temps face à Stuttgart, c'est terminé à 3-3, et la semaine d'après Stuttgart est allé gagner 5-4 à Francfort, puis après Francfort avait fait aussi 4 partout face au Hertha Berlin, et Leverkusen Wolfsburg avait fait 5-4 pour Wolfsburg. Là aussi, niveau but, niveau football offensif qui se traduit en résultat, l'Allemagne, je pense, est devant. C'est un championnat qui est un des plus offensifs en Europe. Ouais, pareil, en Allemagne, il n'y a pas vraiment de enfin, je trouve, le Bayern est sûr d'être champion à chaque saison. Cette saison, par exemple, il n'y a pas eu du tout de suspense en Angleterre. Tout le monde savait que c'était Chelsea qui allait gagner au bout de 15 journées. Et tout le monde disait, c'est bon, c'est Chelsea qui va gagner, quoi. Au bout de 15 journées, mais en... Ouais, mais on a quand même eu après... On savait tous qu'au début de la saison, c'était Bayern les champions. Après, tu vois, moi j'attends plutôt l'année prochaine, parce que là ils se sont fait secouer en Ligue des Champions, tout ça. On parle de Schweinsteiger sur le départ, là mais moins bien. Si Pep Guardiola reste et qu'il continue à faire ces trucs... Ah bah là le Bayern a tout approuvé. Hein? Le Bayern a tout approuvé. Moi j'attends, parce que j'attends déjà Mönchengladbach aura plus d'argent, donc ils pourront mieux recruter, comme il y a la Ligue des Champions. Wolfsburg, ils vont continuer à recruter du lourd, tout ça. Je sais pas, j'attends. Et puis ils ont galéré contre les gros l'année dernière, le Bayern. Mönchengladbach leur prend 4 points, ils font nul à l'aller. Non, il leur prend 4 points, ils font nul à l'aller, puis ils les battent à l'Allianz Arena avec Lucien Favre qui avait fait une super tactique. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller voir la vidéo, le chef-d'œuvre défensif de Lucien Favre. Comment il faut faire pour défendre face au Bayern. Voilà, ça c'est un exemple aussi des limites de la méthode Guardiola. Comme il change jamais d'avis, Lucien Favre s'est adapté à Guardiola. Et voilà, notamment Mönchengladbach a gagné 2-0. Leverkusen n'a pas perdu, il me semble. Wolfsburg a perdu le premier match, mais ils ont gagné le deuxième au retour. Voilà. Et c'est simplement, ils gagnent contre les petits, mais contre les gros. À chacun son avis au niveau des championnats qu'il préfère regarder. En tout cas, pour moi, c'est la Première Ligue. Et également le championnat belge. Vraiment un très gros championnat avec des affiches chaque jour. J'adore ce championnat. Pour moi, qui surpasse largement la Première Ligue d'ailleurs. Ouais. En tout cas, moi je dirais quand même que pour revenir à la Ligue Europa, le premier enseignement, c'est quand même que voilà quoi, les clubs français ont largement la place de faire un quart ou même une demi. Je veux dire, le Dnipropetrovsk égale le jeu de Marseille ou de Lyon. C'était il y a quelques années, Lyon en quart notamment. Ouais. Oui, complètement, mais de toute façon, ça c'est pas dans les jambes, c'est dans la tête. C'est juste qu'ils comprennent. Enfin, en fait, on se bat chaque année pour faire la 4e place, pour faire 5e place, puis au final, on joue pas les compétitions parce que ça fait de la fatigue, parce qu'on va jouer le dimanche à 14h, on va jouer le dimanche à 17h. Donc évidemment, on calcule, il y a des déplacements. Évidemment, on va rentrer le vendredi, peut-être à 4h du matin, parce qu'on a fait un déplacement peut-être, je sais pas, en Bulgarie, je ne sais où. Donc voilà, moi je trouve que ce qu'il faudrait faire déjà pour aller dans le sens des clubs qui disent on est fatigué, moi je trouve que c'est une bonne chose qui a été faite en Angleterre, en Italie, c'est de mettre des matchs le lundi soir, c'est pas plus bête qu'autre chose.
Donc les droits télé ont été réattribués et il y en a pas eu, donc c'est que et les journées ont été paramétrées toujours vendredi, samedi, dimanche. Moi je trouve que ce serait intéressant de mettre des matchs le lundi soir parce que déjà ça permettrait enfin à ces équipes-là de se taire et enfin de pas avoir d'excuses bidons pour expliquer leur mauvaise performance en Ligue Europa. Et voilà, on l'a vu, voilà, Saint-Etienne, ils pouvaient, enfin, je sais pas, ils perdent quand même contre un club, ils ont quand même pas gagné un seul match dans leur phase de groupe la saison dernière. Bon, Lille, ils étaient dans un groupe qui était quand même assez compliqué, on peut leur trouver des excuses parce ils avaient quand même Everton et l'autre c'est Wolfsburg qui était dans leur club, bon, qui était dans leur groupe, donc c'était quand même largement supérieur. Et au final, on se rend compte que l'équipe qui en a voulu le plus, c'est-à-dire Guingamp, était là en 16e, n'a pas été ridicule, a mouillé le maillot, voilà, à partir du moment où on la joue, je pense qu'on peut aller faire un 8e ou un quart. Je pense que c'est largement dans nos cordes et surtout, en plus, ça permettrait à notre indice UEFA de grimper et donc, du coup, de jouer moins de tours préliminaires qui nous portent préjudice depuis quelques années maintenant en Europe. Et c'est évident. Et pour revenir même à ce fameux match du vendredi soir en Ligue 1, là encore c'est une aberration totale. On pourrait le mettre le samedi après-midi ou le lundi soir parce que c'est le genre de match que personne ne regarde. Et en plus quand il est programmé à 20h30 c'est quand même super tôt. Mais pour en revenir à ton match du lundi soir, déjà il y a un problème du côté déjà financier. Parce que au niveau des droits télé, est-ce que la chaîne accepte de passer un match de Ligue 1 le lundi soir? Ça dépend parce que il y en a qui se couchent pour le travail, il y en a qui bossent. C'est parce qu'au moins le vendredi soir, le lendemain c'est le week-end. Donc du coup, là déjà, tu vois, ça fait un peu moins, tu vois. Oui, mais il y a aussi des prime time, des émissions le lundi soir en France qui marchent jusqu'à minuit et les gens restent aussi. Donc ouais, mais après les émissions sont peut-être un peu moins regardées, je sais pas. Je pense que le problème du match du lundi soir, c'est plus au niveau de l'affluence. Je pense qu'au niveau du... Ah mais non, mais l'affluence, ça n'aide pas les clubs français. Ce qui fait vivre les clubs français, ce n'est pas les supporters, c'est les droits TV. S'il n'y a pas les droits TV, là c'est... il n'y a plus de Ligue 1. Le club meurt. Oui, mais du coup, déjà, les affluences baisseraient considérablement parce qu'il y a avec des matchs du lundi soir. Là, oui, je comprends que les gens veuillent pas se déplacer. Oui, mais pour les audiences, moi, je trouve que ça pose pas de problème et que les gens regarderaient le lundi soir. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, mais en tout cas, tu parlais aussi des supporters qui viennent au stade. Ce n'est pas ça qui fait vivre les clubs français. Les clubs français, ce qui les font vivre, c'est les droits TV, tout simplement. S'il n'y a pas de droits TV en France, le club, il y en a beaucoup qui mourraient quand même, qui n'auraient pas assez d'argent et voilà. Ouais, enfin pour beIN Sport, de toute façon, ce serait pas un problème de diffuser le lundi soir. Ils ont déjà des émissions foot le lundi soir en direct. Ça leur ferait même un beau plateau. Après, il y a la Ligue 2 aussi le lundi soir, donc il faut voir. Non, mais de toute façon, ça c'est pas d'actualité parce que moi je propose. Qui regarde le match de Ligue 2 le lundi soir? Personne. Même moi, je regarde le match de Ligue 2 le lundi soir à 20h30. Il y a qui s'enjaille devant un Valenciennes Sochaux? C'est-à-dire que déjà que je regarde pas celui du samedi après-midi, je peux pas regarder celui du lundi soir. Enfin, ouais, bref. Voilà, donc c'était une petite page Ligue 1 qu'on a improvisée, c'était pas prévu, mais voilà, une petite page Ligue 1 sur les droits de TV, sur tout ça. On va à présent parler de Liga, BBVA. Alors, voilà, on a un petit jingle d'ailleurs. Oui, le temps que... Voilà. Liga BBVA. Voilà la Liga BBVA avec la 38e journée qui s'est jouée le week-end dernier, c'était le samedi 23 mai, on connaît le classement et les résultats. Donc je vais vous donner tous les résultats et puis je vais enchaîner avec le classement. Levante et Elche ont fait match nul 0-0. Le Barça a fait match nul 2-2 face au Deportivo La Corogne. 0-0 entre Grenade et l'Atlético Madrid. 3-2 pour Valence sur le terrain d'Almeria. 3-2 pour Séville sur le terrain de Malaga. 4-0 pour l'Athletic Bilbao à domicile face à Villarreal. 3-2 pour le Celta Vigo face à l'Espagnol Barcelone. La Real Sociedad s'est imposée 4-2 sur le terrain du Rayo Vallecano. Eibar s'est imposé 3-0 face à Cordoue. Le Real Madrid s'est imposé facilement et a écrasé Retafe 7-3 au stade Santiago Bernabéu.
Voici un point complet sur le classement. Le Barça, sacré champion, 94 points, 2 points d'avance sur le Real Madrid. Le Real Madrid termine deuxième avec 92 points et l'Atlético termine troisième avec 78 points, donc à quand même 14 points du rival madrilène. Valence termine quatrième. Valence jouera les barrages de la Ligue des Champions. Séville termine cinquième et Séville jouera la Ligue des Champions l'année prochaine car on en a parlé tout à l'heure, Séville a remporté l'Europa League et Villarreal a terminé sixième. Villarreal jouera les barrages de la Ligue Europa et il me semble, ça je suis pas sûr, que si le Barça gagne ce soir la Copa del Rey, l'Athletic Bilbao jouera également les barrages de la Ligue Europa puisque l'Athletic Bilbao a terminé septième. Ça je ne suis pas sûr mais il me semble. Non, si, ce sera ça, ouais, ce sera Voilà. ça. Et le cinquième, normalement, va directement en Ligue Europa. Ouais, mais sauf que le cinquième, c'est Séville, donc du coup, Séville ira en Ligue des Champions. C'est-à-dire que mon petit récapitulatif, le Real, le Barça, l'Atlético et Séville en Ligue des Champions, Valence en barrage de Ligue des Champions et Villarreal et l'Athletic Bilbao en barrage de Ligue Europa. Villarreal, d'ailleurs, directement dans les groupes en cas de victoire du Barça ce soir, et puis l'Athletic Bilbao en Ligue Europa, quoi qu'il arrive. Bon, si l'Athletic Bilbao gagne ce soir, ils iront directement dans les groupes. S'ils ne gagnent pas, ce sera les barrages pour eux. Ensuite, derrière, en 8e, on a le Celta Vigo. En 9e, Malaga. En 10e, l'Espagnol Barcelone. En 11e position, le Rayo Vallecano. En 12e position, la Real Sociedad. 13e, Elche. 14e, Levante. 15e, Retafe. 16e, le Deportivo La Corogne. 17e, Granada. Et puis, les trois relégables, Eibar, Almeria et Cordoue qui termine la saison avec 20 points et seulement 3 victoires sur 38 journées. Ils étaient promus, ils sont montés en Liga et ils sont très 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 vite redescendus. Les équipes qui monteront l'année prochaine, en Liga, on a le Betis Séville qui monte donc et on aura donc deux clubs sévillans en Liga l'année prochaine. Le Betis Séville, Girona également. Et puis, donc, qui a terminé deuxième de la deuxième division. Et puis, on aura des barrages entre les 3e, 4e, 5e et 6e, qui sont Gijón, Las Palmas, Valladolid et Saragosse. Une de ces 4 équipes rejoindra le Betis Séville et Girona en Liga BBVA. On va à présent parler de Serie A très rapidement, puisqu'on a beaucoup de retard, avec Paul Louis, notre Serie A. Oui, Paul Louis, notre spécialiste Serie A. Oui, on commence tout de suite évidemment par parler du match presque pas de l'année en Italie, mais en tout cas vraiment un match très très le plus important de la fin de saison pour les deux équipes. C'est évidemment, on en a parlé tout à l'heure, le match entre le Napoli et la Lazio de Rome qui a lieu donc demain à 20h45. Donc on rappelle qu'en cas de victoire du Napoli, les hommes de Rafa Benitez vont récupérer la 3e place à la Lazio. On vous rappelle qu'il y a une place qui est synonyme de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. On pourrait croire au vu du classement que la Lazio était confortable avec 3 points d'écart avec le Napoli, sauf qu'en Italie c'est la différence particulière, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est prise en compte et non pas qui est prise en premier en compte et non pas la différence de but qui est prise en deuxième. Donc en cas de victoire, le Napoli récupérait la 3e place, car au match aller, les Napolitains s'étaient imposés sur la pelouse de la Lazio de Rome sur le score de 1-0. Donc pour ce qui est de la forme actuelle des deux équipes, les deux équipes restent chacune sur une défaite. Donc pour la Lazio, c'était face à la Roma la semaine dernière 2-1, et pour le Napoli, c'était face à la Juve sur le score de 3-1. Ce serait vraiment une immense déception pour la Lazio que de finir la saison à la 3e place, car les joueurs de Stefano Pioli, ils étaient en course la semaine dernière, que ce soit pour une qualification directe pour la phase de poule de la C1, en battant la Roma, ils pouvaient passer dans la Roma, et ils étaient également en course pour une victoire en Coupe d'Italie. Ils ont perdu la finale, donc les deux objectifs vraiment se sont envolés avec ces 2 défaites la semaine dernière. Donc vraiment, ce serait vraiment le seul espoir demain soir de couronner une très bonne saison, une saison surprise, serait vraiment au moins d'assurer le match nul pour permettre aux supporters romains de voir les barrages de la Ligue des Champions, tandis que pour les Napolitains, c'est l'occasion pour Rafa Benitez de finir sur une bonne note avant son départ. Donc pour ce qui est des restes des matchs, je vais faire ça rapidement. Donc il y a une petite lutte pour l'Europa League. Donc tu l'as dit tout à l'heure, la Fiorentina est déjà qualifiée pour la phase de groupe de la Ligue Europa. Ils reçoivent le Chievo Vérone, donc là il n'y a absolument aucun enjeu. En ce qui concerne donc le dernier billet qualificatif, parce qu'on vous rappelle que c'est soit le Napoli soit la Lazio qui ira du coup également en phase de groupe. Donc en ce qui concerne donc le dernier billet qualificatif, ça va jouer entre la Samp et l'Inter, parce que le Genoa est 6e, mais en raison d'un problème de licence UEFA, du coup ils vont devoir céder leur place en Europa League, donc à soit la Sampdoria de Gênes, soit
l'Inter Milan. Donc normalement, ça devrait être la Sampdoria qui reçoit Parme demain. Donc normalement, s'ils font pas n'importe quoi, la Sampdoria devrait se qualifier et avoir le dernier billet en jeu pour la Ligue Europa. Oui, puis en plus l'Inter ils sont tranquilles, enfin ils préfèrent à la limite ne pas être en Coupe d'Europe, comme ça ils ont pas le fair play financier. Oui, tout à fait. Puis de toute façon. Et comme ça, Fekir 30 millions notamment. Ouais, mais tout à fait. Ça permettrait de restructurer un peu le club et de repartir sur de bonnes bases. Mais après la gestion de l'Inter Milan, moi j'ai des gros doutes. Donc on verra ce qu'ils font cet été, mais on aura l'occasion d'en reparler. Pour ce qui est donc des autres matchs, il y a un match en ce moment, il vient juste de se finir. C'est le match nul, 2 buts partout. Ils ont marqué à la dernière seconde, ils ont égalisé à la dernière seconde, l'Hellas Vérone face à la Juventus Turin. Donc c'est un match qui avait absolument aucun enjeu. Je vous donne les buteurs de chaque côté. Les buteurs pour la Juve, Pereira Llorente, et les buteurs pour l'Hellas Vérone, Luca Toni et Juan Gomez qui a marqué à la dernière minute. Voilà pour ce qui est des autres rencontres. Donc ce soir 20h45 Atalanta Bergame Milan AC, demain 18h Cagliari Udinese et ensuite 20h45 Torino Cesena, Sassuolo Genoa et AS Rome Palerme. Je vous donne donc les relégués, les promus. Donc les relégués, on le sait depuis 2 semaines, Cagliari, Cesena et Parme. Parme, on le savait depuis déjà bien longtemps. Et pour ce qui est des promus, donc on en connaît 2. Donc les 2 premiers qui sont Carpi et Frosinone. Donc c'est des équipes qui étaient récemment en D3, D4 et puis qui ont réussi une association fulgurante à l'image un peu de ce qu'a fait le Cagliari Ajaccio par exemple. Et le 3e promu, on le connaîtra le 9 juin. C'est comme en Angleterre, c'est-à-dire des barrages d'accession, demi-finale, finale. Donc les demi-finales, donc c'est des matchs allés qui ont été joués dernièrement entre Pescara et Vicenza. C'est Pescara qui a gagné le match aller 1-0. Et c'est Bologne qui est allé s'imposer sur la pelouse de l'Avellino sur le score de 1-0. Donc les matchs retour, c'est mardi soir. Et la finale, c'est une finale qui va jouer en aller-retour. Et ce sera le 5 et le 9 juin. Voilà, le point Italie. Merci Paul-Louis, donc on va passer après Bundesliga. Voilà, la Bundesliga avec Niklas. Eh bien écoute, de toute façon j'ai parlé que d'un sujet, ça va être très vite parce que comme le championnat est fini, donc en ce moment il y a le barrage contre la relégation entre Hambourg et Karlsruhe. Karlsruhe qui est le club qui a formé notamment Oliver Kahn. Et donc de l'autre côté c'est Hambourg qui depuis la création de la Bundesliga en 1963 n'est jamais descendu, même le Bayern n'était pas en Bundesliga à l'époque. Et Hambourg a gagné notamment une Ligue des Champions, donc voilà. Et aujourd'hui Hambourg a fait 1-1 au match aller du barrage contre la relégation face à Karlsruhe à Hambourg, ce qui veut dire que s'il y a 0-0 au retour, on assisterait à un monument qui descendrait. Ce serait une révolution quelque part. Hein, ce serait vraiment un truc, un truc assez. Je sais pas, je sais même pas quoi dire. Un truc, je sais pas. Ça ce serait une page du foot allemand qui se tourne. Ah oui, là, ça serait. Oui. J'ai vu que au niveau des cotes, Hambourg n'était pas favori. Hein. C'est l'autre équipe dont je me souviens plus le nom. Enfin, je saurais plus le redire. Oui, Carrefour, ouais. Ils sont favoris. Oui, mais bon, certainement, Hambourg, ils sont sur une meilleure série. Donc. C'est un truc. Ah ouais, là, ça me couperait la voix. Ouais. Une Ligue des Champions, ils ont gagné. Ils font partie des 3 clubs allemands qui ont gagné une Ligue des Champions, notamment. Hambourg. Oui, ils l'ont gagné. Ça doit être dans les années 80. À l'époque, il y avait leur milieu offensif, qui est aujourd'hui très connu, qui s'appelle Félix Magath, qui à l'époque était milieu offensif à Hambourg et qui après s'est fait connaître parce qu'il a entraîné Wolfsburg, il a entraîné le Bayern aussi et il a entraîné Schalke 04 aussi. Voilà, donc c'était la page Bundesliga. Ouais. Voilà la finale donc les barrages pardon. Ouais, pour les barrages. Pour soit le maintien pour Hambourg, soit la montée pour cette autre équipe. Voilà, dont je ne retiens pas. Voilà, donc ça se jouera. Ça se jouera semaine prochaine, ça va être jeudi ou vendredi, un truc comme ça. Non, jeudi, mercredi ou jeudi, enfin la semaine prochaine. Et ce soir, finale de la Coupe d'Allemagne. Ouais, à 20h entre Dortmund et Wolfsburg. Non, ça va bien commencer d'ailleurs. Enfin, ça va commencer si ça n'a pas commencé. On passe à présent à la Première Ligue avec Martin. Barclays Premier League.
Barclays Premier League, eh bien c'est terminé pour la Première Ligue. Et oui, le week-end dernier, comme en Italie et en Allemagne, c'était la 38e et dernière journée de ce championnat qui a donc vu Chelsea sacré 87 points, Manchester City se retrouve second, Arsenal est troisième avec 75 points et donc Manchester United termine quatrième, 70 points. Nos quatre sont là pour la Ligue des Champions. Tottenham et Liverpool, se dirigeront vers la Ligue Europa. En bas de tableau, on retrouve donc comme relégués pour la Championship Hull City, Burnley et les QPR. Newcastle qui a donc sauvé sa peau le week-end dernier. Et puis un mot justement des trois équipes de Championship qui monteront l'an prochain. Elles seront Bournemouth, Watford et puis Norwich qui a battu Middlesbrough 2-0 lors des playoffs pour départager ces deux équipes. Et puis un mot très rapide de la finale de la FA Cup à Wembley, l'équivalent de la Coupe d'Angleterre. Grosse ambiance à Wembley avec un God Save the Queen très émouvant tout à l'heure et la venue du prince William pour l'occasion, venu tout seul sans sa femme Kate, qui à mon avis n'est pas très intéressée par le football. Et en tout cas sur le terrain, Arsenal mène actuellement à la 72e minute 3-0, but de Walcott, Sanchez et Mertesacker. Arsenal qui domine clairement son match. Lors de la première mi-temps, Aston Villa a été assez regroupé dans sa partie, mais donc Arsenal fait la différence grâce à Theo Walcott, grâce à Sanchez et grâce à Mertesacker. On a vu tout à l'heure d'ailleurs un but refusé pour cause de hors-jeu. En tout cas voilà, Arsenal plie sans doute à la 72e minute maintenant définitivement cette rencontre donc sur ces trois buts, grâce à ces trois buts. Donc voilà pour les Gunners qui sont en passe de remporter leur FA Cup, une 7e FA Cup, et un Arsène Wenger qui gardera donc le sourire pour cette fin d'année, une fin d'année légèrement ratée quand même pour les Gunners puisqu'ils auraient pu espérer avoir la seconde place, mais bon ça ne s'est pas fait, et Arsenal est troisième et de toute façon deuxième ou troisième ça change pas, voilà, automatiquement qualifié pour la Première Ligue. Oui. Deuxième ou troisième, hein, ça change pas grand chose, je pense. Peut-être au niveau de l'argent, mais sinon à part ça change pas grand chose, puisque oui, bien sûr. Puisque le deuxième et le troisième sont tous les deux qualifiés pour la Ligue des Champions, les poules. Donc voilà, ça change pas grand chose. Merci Martin pour cette page Première Ligue. Je vais faire juste un point très rapide sur les transferts, les rumeurs qui ont agité le football, la planète football cette semaine. Puis après on clôturera cette émission. Alors on a eu une rumeur sur Ronaldo pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain pour 125 millions d'euros. Bien évidemment, ce n'est qu'une rumeur. Autre rumeur, Xavi pourrait être prêté au Paris Saint-Germain. Xavi qui va rejoindre un club au Qatar la saison prochaine. Il pourrait être prêté une saison au PSG. Donc ça, c'est bien évidemment une rumeur. Ça, ce n'est pas une rumeur. C'est officiel. Memphis Depay, on le sait depuis quelques temps, rejoindra Manchester United la semaine prochaine. Pogba devrait rejoindre un de ces 4 clubs la saison prochaine, soit le Barça, soit le PSG, soit le Real, soit Manchester City. A priori, ça serait le Barça plus favori pour le futur club de Paul Pogba. Peut-être également le Real, mais pour l'instant, on parle surtout du Barça. De Gea pourrait arriver au Real Madrid à la place de Casillas. Ça, c'est fort probable. Lloris pourrait aller au PSG ou à Manchester United. Rumeur également. Falcao, on l'a appris cette semaine, retourne à Monaco. Sa saison avec Manchester United n'a pas été concluante. L'attaquant colombien rejoindra donc Monaco la saison prochaine, jouera donc en Ligue 1 la saison prochaine. Benzema, ça c'est une grosse rumeur également que j'ai vue également, pourrait rejoindre Manchester United. Benzema pour 55 millions d'euros. Il pallierait donc au départ de Falcao. Di Maria pourrait rejoindre le PSG ou le Bayern Munich, qui est également intéressé par l'Argentin. Ben Arfa jouera à Nice la saison prochaine, ça ce n'est pas une rumeur, c'est officiel. André Ayew pourrait rejoindre l'AS Rome, ça c'est sûr, il va partir de Marseille, et sûrement à l'AS Rome. Khedira pourrait rejoindre la Juventus Turin, Khedira qui ne joue pas souvent avec le Real Madrid, il pourrait rejoindre la Juventus. Il est en fin de contrat, il y a Schalke qui est dessus aussi, et il est en fin de contrat.
Voilà, donc merci pour cette info, Nicolas. Il pourra donc rejoindre la Juve ou Schalke. Une info également 100% Bundesliga. Gonzalo Castro, l'arrière droit de Leverkusen, rejoindra Dortmund la saison Non, prochaine. il joue pas arrière droit, il joue milieu de terrain défensif et effectivement il rejoindra Dortmund. Ouais. Et D'accord. Dortmund est aussi, je finis juste sur ça, Dortmund est sur un petit jeune qui s'appelle Johannes Geis qui a été acheté 900 000 € par Mayence il y a 2 ans. Aujourd'hui, il devrait rejoindre le Borussia Dortmund, mais Dortmund n'a pas d'argent pour payer parce que ça coûterait 14 millions d'euros. Ah. C'est dire sa progression en 2 ans. C'est un joueur qu'on verra notamment à l'Euro Espoir des moins de 21 ans. Johannes Geis de Mayence. Et puis, en parlant de Dortmund, justement, Gundogan, Ilkay Gundogan pourrait rejoindre le Bayern Munich après la finale de la Coupe qui se joue en ce moment. Il pourrait rejoindre le Bayern pour 25 millions d'euros. Et puis, une dernière et info. Il y a un deal aussi dans le deal. Il y a Pierre-Emile Højbjerg, un franco-danois qui joue au Bayern, qui devrait rejoindre Dortmund pour le remplacer, plus de l'argent. Ouais, en tout cas, 25 millions d'euros pour Dortmund, ça ferait pas mal d'argent quand même. C'est vendre Gundogan. On a également eu cette info qui est tombée. Morel à Lyon, normalement la saison prochaine, il devrait passer sa visite médicale lundi. Et puis, selon un journal turc, Sabah, André-Pierre Gignac aurait trouvé un accord avec Galatasaray pour 3 ans. Il serait payé près de 2 millions d'euros par an, mais ça, ce n'est qu'une rumeur pour l'instant. Mais évidemment, c'est tout pour le point transfert. Voilà, on va passer les pronostics. De toute façon, on était en effectif réduit aujourd'hui. On va donc passer les pronostics. C'est donc la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Et donc, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Foot One. Restez à l'écoute de Radio One. Salut à tous. Ciao.